Alors bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette nouvelle conférence du Cercle Le Vent se lève de Lyon. Alors tout d'abord un petit mot sur ce cercle qui a été créé à la rentrée. Il a tout d'abord été pensé comme un espace de discussion et de rencontre entre lecteurs, rédacteurs et simples curieux du journal Le Vent se lève. Alors pourquoi cette conférence aujourd'hui avec un titre un peu provocateur, donc est-ce la fin du syndicalisme? Et bien tout d'abord parce que c'est le 134e anniversaire de la loi Valdez-Rousseau qui autorise les syndicats en France, et que c'est également la veille d'une grande journée de mobilisation syndicale contre la casse des services publics. Et c'est donc l'occasion de s'intéresser aux transformations récentes, contemporaines de l'action syndicale et à ses perspectives. Et pour en parler, nous recevons donc Sophie Bérou, maître de conférence en sciences politiques à Lyon 2 et chercheuse au laboratoire Triangle, spécialiste du syndicalisme et de la représentation professionnelle. Merci beaucoup pour l'invitation à venir vous présenter quelques éléments de réflexion ce soir et puis en discuter surtout avec vous. Et c'est vrai que la date est particulièrement bien choisie puisque demain on va avoir une des premières journées de mobilisation dans le cadre d'une confrontation qui s'annonce forte entre en tout cas les cheminots et le gouvernement. Je crois que le taux de grévistes qui est annoncé pour demain est tout à fait historique. Du coup, je pense que ça va être intéressant de suivre un petit peu ce qui se passe. Il y a aussi bien sûr toute la grève des agents des fonctions publiques demain. Je dis ça par rapport à la grève des cheminots, et ça sera une petite entrée en matière. Le 5 juillet 2008, devant le conseil de l'UMP, Nicolas Sarkozy disait désormais quand il y a une grève en France, personne ne s'en aperçoit. En fait, il était tout content, il était président de la République à l'époque, et il était tout content de mettre en avant ce qu'il estimait être déjà une des réussites d'une loi que son gouvernement a fait voter très vite après son élection, la loi du 21 août 2007. Vous voyez, c'est une loi, le journal officiel l'a publiée le 21 août 2007, donc elle a été débattue à l'Assemblée nationale, au Parlement en plein été. Loi sur le dialogue social et la continuité du service dans les transports terrestres. Et c'est une loi qui visait à encadrer l'activité de grève, en particulier à la SNCF, qui mettait en place des procédures dites de dialogue social et de prévention des conflits à la SNCF. C'est d'ailleurs pourquoi l'intersyndicale à la SNCF a laissé du temps entre l'organisation de la grève qui va officiellement démarrer le 3 avril pour laisser ce temps de concertation. Une loi qui prévoit la mise en œuvre des dispositifs d'organisation de la continuité du service public en cas de perturbation prévisible du trafic. Et ça, c'est le plan que la direction doit annoncer, de maintien au nom des trains. Et puis, c'est une loi qui prévoit aussi l'obligation pour les salariés de déclarer 2 jours avant le début d'une grève s'ils ont l'intention d'y participer. C'est une déclaration individuelle. Ça, c'est complètement nouveau. C'était complètement nouveau. Ça renvoie d'ailleurs à des dispositions que le gouvernement Thatcher avait pu mettre en place au Royaume-Uni au début des années 80. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on sait à l'avance le taux de grévistes, puisqu'il y a cette obligation de déclaration individuelle. Et celles et ceux qui ne la font pas, finalement, peuvent être réputés ayant abandonné leur poste de travail. Donc ça a compliqué l'exercice du droit de grève à la SNCF pendant les premiers temps, avant que les agents s'approprient ces nouvelles démarches. Et la loi prévoit aussi qu'après 8 jours de grève, il est possible d'organiser à l'initiative de l'employeur ou d'une organisation syndicale un vote indicatif à bulletin secret sur sa poursuite. Donc c'est pas un vote dans une AG à main levée où il y a débat et la dynamique de l'AG, si vous voulez. Là, c'est un vote à bulletin secret sur la poursuite du mouvement, en fait. La loi, cette loi qui se voulait emblématique, elle instaurait aussi des modalités de remboursement des usagers et elle affirmait le non-paiement des jours de grève. Alors voilà, ça me semble intéressant de commencer par ça, parce que c'était vraiment la volonté de compliquer, voire de réduire l'exercice de la grève du côté des cheminots à la SNCF.
Et c'est vrai que si pas mal de journalistes ont voulu comparer ce qui est en train de se préparer comme grande mobilisation aujourd'hui à la SNCF et le mouvement de 95, on n'est pas du tout dans les mêmes conditions pour l'exercice de la grève. Hein, les conditions juridiques sont modifiées et font que le mouvement, il est certainement plus difficile à organiser du côté des organisations syndicales de cheminots. Mais ça n'empêche pas pour autant que le taux de grévistes s'annonce particulièrement fort pour demain. Alors je voulais partir de ça, quelques mots d'introduction, et puis j'essaierai d'expliquer pourquoi je vais essayer de me situer un petit peu par rapport au titre, même si je ne l'ai pas choisi, mais il donne à réfléchir. Souvent on parle d'un paradoxe du mouvement syndical français, un faible taux de syndicalisation, qui est aujourd'hui estimé autour de 11% de la population active par les services de recherche du ministère du Travail, la DARES. Il y a quelques années, on parlait de 8 à 9% de la population active, on parle aujourd'hui de 11%. Alors, c'est pas parce qu'il y a eu une augmentation soudaine du taux de syndicalisation, c'est plutôt parce que les services de recherche du ministère du Travail s'appuient maintenant sur deux types d'enquêtes statistiques publiques qui leur a permis de réviser à la hausse un petit peu ce taux de syndicalisation. Et pour eux, ils l'ont sous-estimé, mais y compris dans les années 90 et 2000. Donc 11% du taux de syndicalisation, c'est le taux le plus faible de tous les pays occidentaux, et en même temps une capacité des organisations syndicales, ou d'une partie d'entre elles, à, sinon organiser, être en phase avec de grands mouvements interprofessionnels qui viennent régulièrement essayer d'enrayer, de bloquer un certain nombre de réformes d'inspiration néolibérale. Le mouvement de 95, contre le plan Juppé et déjà un contrat de plan État-SNCF, le mouvement de 2003 contre la réforme des retraites, le mouvement de 2006 contre le contrat première embauche, le CNE aussi, le CPE et CNE à l'époque, le mouvement de 2010 contre la réforme des retraites, et le mouvement de 2016 contre la loi travail ou loi El Khomri en fait. Vous voyez, il y a une récurrence de ces grands mouvements interprofessionnels qui d'ailleurs parfois conduit des militants syndicalistes d'autres pays à être étonnés. Je pense notamment à des militants du syndicalisme belge, de la FGTB par exemple, une des confédérations syndicales belges de sensibilité socialiste. Et les militants de cette confédération peuvent dire, peuvent être admiratifs quelque part de ces mouvements interprofessionnels, alors même que le taux de syndicalisation en Belgique il est de 55%. Donc, en discutant avec eux, moi parfois je réagis en disant oui, mais vous avez un taux de syndicalisation qui fait rêver. Et l'importance de vos syndicats, je vous donnerai tout à l'heure quelques éléments. Je vais donner un petit peu les effectifs des organisations syndicales françaises, comment ça se répartit. En Belgique, ça serait presque ridicule. Ils me disent oui, mais bien sûr, il y a aussi quelque chose qui se joue. On va en discuter aujourd'hui dans le rapport à l'organisation, ce que recouvre la syndicalisation. Qu'est-ce qu'il y a derrière ce taux de syndicalisation? C'est une relation sociale, c'est un rapport au syndicalisme. Et c'est vrai qu'en France, on a un rapport au syndicalisme et un rapport dans l'ensemble, je vais y revenir, on va en discuter, plutôt militant. On se syndique peu, contrairement à d'autres pays où les dispositifs sont différents, où la construction du système de relations professionnelles a été différente. On se syndique peu pour des dimensions de service. En Belgique, les syndicats gèrent les allocations chômage. Ils gèrent la constitution des dossiers pour percevoir ces allocations chômage et la ventilation de ces allocations chômage. Et c'est une grosse part du travail qu'ils font parce que quelque part ils participent, ils ont construit l'État social, donc ils participent à sa gestion. Et il y a un certain nombre d'affiliés, comme on dit en Belgique, qui sont là justement par rapport à ce service lié aux cotisations chômage, qui ne sont pas sur une base militante, même si ils peuvent le devenir bien sûr. Mais vous voyez, ça ne recouvre pas la même chose. Et d'ailleurs en France, ça engendre toute une série de débats sur ce qu'il faudrait ajouter une dimension de service au syndicalisme. Je vais y venir dans ma présentation en fait. Donc voilà, je voulais partir de là, de ce paradoxe, à la fois un faible taux de syndicalisation, en même temps une récurrence des grands mouvements interprofessionnels, et insister aussi en introduction sur le fait qu'il me semble qu'on est dans une phase assez charnière, assez clé. Effectivement, on peut se poser la question de la fin des syndicats, en tout cas la fin d'un certain type de syndicalisme.
Et il me semble que ça peut être l'une des finalités des réformes qui ont été engagées depuis plusieurs années, d'essayer de promouvoir un certain type de syndicalisme et d'en disqualifier un autre type, de promouvoir un syndicalisme qui quelque part endosserait complètement le discours du dialogue social, je vais y venir, hein, et de disqualifier un syndicalisme davantage tourné vers la contestation, vers la lutte, vers la revendication. Et les réformes qui ont été engagées, alors avec une véritable continuité entre le mandat de Nicolas Sarkozy, celui de François Hollande, avec la première loi Macron, la loi Rebsamen, la loi Travail, et puis aujourd'hui, sous le mandat d'Emmanuel Macron, avec les ordonnances qui ont été prises en septembre dernier, il y a une continuité dans la volonté, hein, au travers justement de la promotion de cette notion de dialogue social, entre guillemets, parfois on parle aussi de démocratie sociale, de prescrire une bonne forme syndicale, de transformer la représentation dans le monde, la représentation syndicale telle qu'elle s'exerce dans le monde du travail, et quelque part de favoriser certaines organisations, d'en marginaliser d'autres. Donc c'est un peu cette grille de lecture que je vais avoir pendant ma présentation, dans l'idée de pouvoir la discuter ensuite avec vous. Donc j'insisterai dans un premier temps là-dessus, hein, sur ce qui est en jeu pour moi dans cette volonté un petit peu de reconfigurer le système de relations professionnelles et par là même de promouvoir une bonne forme syndicale, entre guillemets. Et puis dans un deuxième temps, je viendrai à la question un petit peu du redéploiement des organisations syndicales, les enjeux de syndicalisation, hein, les questions que pose le décalage existant entre la base adhérente des syndicats et la composition actuelle du salariat. Et du coup, quels défis, quels enjeux ça pose aussi aux organisations syndicales, sachant que c'est aussi un défi de survie en termes d'implantation dans le salariat et de représentation de ce salariat tel qu'il est. Donc voilà pour les axes de ma présentation, sachant que je vais parler une quarantaine de minutes maintenant et qu'après on aura tout un temps de discussion, donc n'hésitez pas à revenir sur des points que je n'aurais pas abordés, sur des points que vous voulez éclaircir, d'autres conceptions, d'autres interprétations de ces différents points en fait. Alors premier axe peut-être, essayer de revenir un petit peu sur ces offensives pour remodeler ce que j'appellerais l'espace des relations professionnelles, pour prescrire ces bonnes formes de la représentation syndicale. Il me semble important de revenir sur ce que certains ont appelé un Big Bang dans le monde syndical, sur lequel j'ai beaucoup travaillé avec Karel Lyon sur la réforme de la représentativité syndicale. Effectivement, en 2008, la loi du 20 août 2008, qui porte sur la rénovation de la démocratie sociale, vous voyez, le terme est utilisé dans cette loi, a introduit de profonds changements dans l'organisation des relations collectives dans le monde du travail. Et ça me semble important de partir de là pour essayer de vous expliquer un petit peu pourquoi cette loi était un peu la pierre angulaire de toute une série d'autres réformes et qu'elle continue d'ailleurs à susciter des débats, des discussions au sein des organisations syndicales, notamment des organisations syndicales qui entendent porter une forme de contestation. Je pense à la CGT, je pense à Solidaire par exemple, mais aussi par exemple au sein de Force ouvrière. Les contestations de cette loi sont très fortes. Alors, pourquoi cette réforme de la représentativité syndicale en 2008 ? C'est des points un petit peu juridiques, mais c'est important d'y revenir. Jusqu'alors, je vais très vite, au risque d'être un peu schématique, mais jusqu'alors, la représentativité syndicale, elle était établie par le haut, par décision de la puissance publique, qui, par décret, par loi, puis ensuite par décret, avait fixé une liste d'organisations syndicales dites représentatives, donc au niveau national et interprofessionnel, sachant que cette qualité juridique de syndicat représentatif permettait de désigner des délégués syndicaux, de fonder une section syndicale, après 68, et donc il y avait une présomption irréfragable de représentativité qui était donnée à 5 confédérations, la CGT, Force ouvrière, CFDT, la confédération qui représente l'encadrement, la CFE-CGC et la CFTC. Alors, cette situation, elle est arrivée quelque part, pour le dire autrement, il y a eu une mise en crise de ce régime de représentativité.
ce régime de représentativité ancienne mode, avant 2008, il a été décrit comme étant en crise, et ce pour plusieurs raisons. Une des premières raisons, c'est que cette présomption irréfragable de représentativité, elle permettait à une section syndicale, un délégué syndical d'une de ces confédérations, de signer un accord dans une entreprise, accord valable pour l'ensemble des salariés. En France, les accords que signent les syndicats ne sont pas valables que pour les syndiqués, mais pour l'ensemble des salariés. C'est une des particularités du système juridique, du système de représentation. Même si cette section n'avait pas beaucoup d'implantation dans l'entreprise. Même si finalement la section a représenté 2-3 salariés, ils avaient le droit de signer un accord valable pour l'ensemble des salariés. Alors ça n'a pas posé de problème tant que dans la négociation, les accords permettaient d'engranger des acquis sociaux, même si ces acquis pouvaient paraître minimum ou décevants par rapport aux attentes qui avaient été portées pendant les mobilisations. Notamment dans les années 70, vous aviez des dynamiques de mobilisation portées en particulier par des sections CGT et CFDT, et souvent c'était Force ouvrière qui signait les accords dans les entreprises. Ils avaient revendiqué, imaginons, 500 francs d'augmentation, ils obtenaient 100 francs. Il faut signer les deux autres non, mais finalement il y avait quand même une augmentation salariale. À partir du moment où les accords au niveau des entreprises sont devenus, comme disent les représentants des employeurs, des donnants-donnants ou donnants-perdants, on vous propose de geler les salaires ou de renoncer à une semaine de congés payés pour éviter des licenciements, pour maintenir l'emploi, ou pour maintenir l'établissement, pour maintenir le site en activité. Ça pose problème de savoir qui va engager, si vous voulez, l'accord de l'ensemble des salariés. Ça pose un problème si cet accord est porté par des organisations très minoritaires. Donc ça a été une des premières réflexions sur la mise en crise du système de représentativité. Mettre fin aux accords minoritaires. Deuxième réflexion qui a conduit à dire que ce système de représentativité était en crise, c'est le fait que le monde syndical s'est transformé dans les années 80-90 avec l'apparition de nouvelles organisations. Alors c'est lié, peut-être qu'on y reviendra dans la discussion, à l'évolution de la CFDT. La CFDT, on est en pleine commémoration de 68, la CFDT qui, dans les années post-68, était sans doute l'organisation, au travers de ses militants, qui était la plus en phase avec les luttes sociales qui marquaient alors, qui existait, une ouverture à la fois au féminisme, un soutien en lutte des travailleurs immigrés. Cette CFDT, la direction de la CFDT a entamé un virage stratégique à partir de la fin des années 70, qui est connu comme la politique du recentrage, avec l'idée, c'était à la fois une critique du lien politique, du fait qu'ils avaient apporté leur soutien au programme commun de gouvernement, mais c'était aussi l'idée de se recentrer sur l'entreprise, sur les activités de négociation, puis l'idée qu'on était en période de crise et que tout n'était pas... pouvait plus tout obtenir, donc il fallait accepter certaines concessions. Et enfin, c'était l'idée que la démocratie représentative est indissociable de l'économie de marché. Donc, au travers de ce tournant, si vous voulez, idéologique, la CFDT, au travers de ces différents congrès, c'est Edmond Maire notamment qui incarnait ça, puis après Nicole Notat, Jean Caspar et Nicole Notat, ils ont peu à peu renoncé aux mots d'ordre qui étaient ceux de la CFDT dans les années 70, de socialisme autogestionnaire, de priorité donnée aux luttes, et priorité donnée aux assemblées générales de travailleurs, en fait. Donc ça a conduit à un certain nombre de tensions dans l'organisation. Des militants qui étaient rentrés dans la pré-68 ne se sont plus retrouvés dans cette organisation, ne comprenaient plus les orientations de cette organisation. Ça s'est d'autant plus traduit quand la CFDT a soutenu des réformes gouvernementales comme le plan Juppé en 1995. Donc, je vais vite, mais à partir de 88-89, il y a des équipes syndicales qui sont exclues de la CFDT, parce qu'elles soutiennent notamment un conflit à la Poste, et qui créent, ces militants sont exclus, ils créent les premiers Sud PTT, ils créent Sud Santé Sociaux, et puis après 95, il y a des équipes militantes qui font le choix de sortir de la CFDT, qui estiment que ne pourront plus modifier l'orientation de cette organisation, que la bataille interne est perdue, et ils créent par exemple Sudrail, en début de 96. Donc apparition de nouvelles organisations, les Suds, qui vont se regrouper, rejoindre une structure qui existait, qui s'appelle le groupe des 10 et qui est devenue peu à peu, s'est transformée, qui est devenue l'Union syndicale solidaire.
Et puis, il y a eu aussi des transformations du côté de la FEN, la Fédération d'éducation nationale, tentative de rapprochement entre la FEN, la CFDT, pour essayer de faire un gros pôle réformiste. Ça fait partie, peut-être qu'on en discutera aussi, toujours des serpents de mer qui traversent. Le syndicalisme français essaie de regrouper, de faire un grand pôle réformiste. Ça n'a pas marché, et ça a conduit à l'éclatement de la FEN. Une partie des composantes de la FEN ont créé l'UNSA, l'Union nationale des syndicats autonomes, dont je vais vous reparler, et une autre partie a créé la FSU. Donc il y avait des nouveaux entrants, si vous voulez, dans le champ syndical, dans les années 90, qui contestaient les règles du jeu de ce champ syndical, et qui contestaient notamment ces règles de représentativité. Pourquoi? Parce que je prends un exemple très rapide, un nouveau magasin Fnac se crée dans un centre commercial. Avant 2008, la CFTC décide d'y créer une section syndicale. Ce n'est pas contesté par l'employeur, elle a le droit de créer une section, nommer un délégué syndical. Il n'était pas possible de créer un Sud Fnac qui était immédiatement contesté par l'employeur et qui devait faire la démonstration de sa représentativité devant les tribunaux. Donc c'est pour ça que ce système de représentativité paraissait aussi exsangue par rapport aux transformations du champ syndical. Alors, et puis, il y avait aussi une réflexion, je vais essayer de ne pas faire trop long, une réflexion aussi sur la crise du syndicalisme. Réflexion sur l'affaiblissement du lien de représentation. Alors, cette réflexion, elle est portée à la fois en interne, dans les organisations syndicales, même si la reconnaissance d'une crise des effectifs, elle ne suit pas la même temporalité dans les différentes organisations syndicales. Cette réflexion sur la crise est aussi portée en externe, et là, ça serait intéressant de voir tout le discours, à la fois porté par des experts, qui souvent sont des anciens du monde syndical, par des journalistes, par des chercheurs, pour dire, voilà, regardez, ce monde syndical, il est en crise, et c'est vrai que les organisations syndicales françaises, elles ont perdu les 2/3 de leurs effectifs, les 2/3 pour la CGT, la moitié pour la CFDT, entre la fin des années 70 et la fin des années 80, en raison même de la crise économique, en fait. Alors, discours sur la crise. Ce discours sur la crise, il a été très présent dans la CFDT. C'est d'ailleurs au sein de la CFDT qui a la première organisation, la première confédération à mettre en place un groupe de réflexion sur la syndicalisation au milieu des années 80, et à mettre en place aussi, j'y reviendrai tout à l'heure, une politique volontariste de syndicalisation au travers de développeurs. Ils vont salarier ceux qu'ils appellent développeurs, qui vont essayer de placer des cartes, de diffuser l'implantation de la CFDT. Et puis cette réflexion sur la crise interne, sur la crise du syndicalisme, elle va venir à la CGT plus tard, après la chute du mur de Berlin, après l'effondrement de l'URSS. Il y a toute une réflexion interne dans la CGT qui va conduire à l'époque Louis Vianney à reconnaître que les effectifs de la CGT se sont effondrés, qu'ils ne sont plus à 2 millions d'adhérents, mais en dessous de 800 000, et que donc la question de la syndicalisation, elle est centrale. Donc tout ça a conduit à cette réflexion sur ce système de représentativité exsangue, et l'idée qu'il fallait essayer de redonner les moyens aux syndicats de renforcer leur lien aux salariés. Cette question-là, elle est aussi très présente dans les travaux de sociologie sur le syndicalisme. Cette idée qu'il y a eu un phénomène, un processus d'institutionnalisation très fort du syndicalisme français, pas que français, mais disons dans sa variante en France. Processus très fort d'institutionnalisation qui repose sur plusieurs ressorts. J'en évoque juste quelques-uns. Ça fait partie de l'ensemble du problème sur lequel qui permet de réfléchir à la situation du syndicalisme. Quels sont ces ressorts? Mais d'abord, le syndicalisme français, et c'est toujours le cas aujourd'hui, il vit d'abord du financement public. Les cotisations syndicales, elles représentent 30% du budget des organisations syndicales. Le reste, c'est du financement public, au nom de la formation syndicale, de la participation à l'élaboration des politiques publiques et au dialogue social. Donc un mouvement syndical, et certains, il y a notamment un chercheur américain qui s'appelle Chris Howell qui parle de syndicalisme virtuel, pour le syndicalisme français, il dit finalement c'est un syndicalisme qui n'est pas obligé d'aller chercher des adhérents en fait, parce qu'il vit du financement public en fait, où la question de la syndicalisation est moins forte. Cette question d'institutionnalisation, elle se traduit aussi très concrètement dans la pratique des militants syndicaux, qui ont été... Alors,
c'est pas qu'il y ait plus, enfin, si. Ils ont été peu à peu, ou de plus en plus aspirés par des tâches de représentation dans des instances, dans les arènes du dit dialogue social, dans les institutions représentatives du personnel, et ce d'autant plus que le nombre de militants se réduisait, si vous voulez. Même des militants qui ne souhaitent pas être détachés de leur travail, qui souhaitent maintenir le contact avec leurs collègues salariés, ou garder une part d'activité dans leur travail, peu à peu se retrouvent aspirés parce qu'ils sont obligés, parce qu'il n'y a personne pour prendre des mandats. Même s'ils ne veulent pas cumuler des mandats de représentation, ils se retrouvent à les cumuler en fait. Et par exemple, on a des travaux, toujours de la DARES, l'organisme de recherche du ministère du Travail, qui montrent par exemple que parmi les 11% des salariés syndiqués, ils ont essayé de savoir qui sont ces 11% et qu'est-ce qu'ils font. Ils montrent que parmi ces 11%, il n'y en a que 30% qui disent consacrer du temps à l'activité syndicale de façon régulière. Donc vous voyez, l'activité syndicale se concentre sur un noyau très restreint de militants et de militantes, surtout de militants, le plus souvent âgés, le plus souvent en emploi stable, relativement âgés en emploi stable, et qui quelque part se retrouvent à concentrer tout le domaine de l'activité syndicale. C'est ça ce phénomène d'institutionnalisation, dans lequel sont pris très concrètement au quotidien les militants syndicaux. Se retrouver finalement et alors ça s'est amplifié bien sûr avec la multiplication des thèmes de négociation au niveau des entreprises. Ça c'est un phénomène qui se met en place à partir de la décennie 90 et qui va en s'amplifiant. Les pouvoirs publics ne cessent de produire des injonctions à négocier sur différents thèmes au niveau des entreprises, sans qu'il y ait d'ailleurs l'obligation de résultat, mais ça va occuper le temps de ces représentants syndicaux, qui souvent d'ailleurs le vivent plutôt mal, je vais revenir là-dessus, mais qui ont du mal à pouvoir dégager du temps pour faire autre chose, et notamment aller voir celles et ceux qui n'ont pas de mandat, faire vivre les sections syndicales, ou bien sûr aller voir les salariés. Donc souvent on a une activité syndicale qui se réduit dans les entreprises aux élus, comme on dit, et mandatés. Et même dans des discussions comme ça, informelles avec des militants, certains me disaient mais nous, les syndiqués sans mandat, on ne sait pas très bien quoi en faire, en fait. Finalement, l'activité syndicale dans l'entreprise, c'est une activité avec mandat. Et c'est ça, alors, ça assure une présence des syndicalistes dans les entreprises, je vais y revenir, mais une présence qui est liée à cette activité institutionnelle. En fait. Pourtant, la capacité de représentation des syndicats, pour le dire comme ça, il y a toute une série de travaux que je trouve assez intéressants qui essaient de réfléchir à ce que c'est que ces pratiques de représentation. Qu'est-ce que c'est que le travail de représentation des syndicalistes? Je pense notamment à des travaux de Christian Dufour ou d'Adelaide Egg, qui sont des chercheurs à l'IRES. Ils montrent combien il y a un continuum. Le travail de représentation, il ne s'arrête pas à ce qui se joue dans les instances représentatives du personnel, dans ces institutions. Le travail de représentation syndicale, c'est finalement un continuum qui part du fait de, quelque part, réussir à produire le groupe, réussir à dépasser des mécontentements individuels pour faire émerger ce qu'il y a de commun, du coup, réussir à dire un peu les frontières du groupe qu'on va représenter, qu'elles soient catégorielles, qu'elles soient plus larges, réussir à énoncer des revendications, à mettre en forme ces revendications qui contribuent à faire exister le groupe, produire des soutiens, à mobiliser à partir de ces revendications et aller à la négociation sur la base de ces revendications et de cette mobilisation. Donc quelque part, les activités de négociation, ce n'est qu'un segment de ce travail de représentation. Alors, je dis tout cela parce que la réforme de la représentativité syndicale, donc, vous voyez, elle était portée par rapport à ces différentes questions, mais elle n'a pas répondu, ou elle a répondu d'une certaine façon à ces différentes questions, en fait. Je dis tout cela aussi pour vous expliquer pourquoi, du côté syndical, cette réforme, elle va être soutenue par une partie des organisations syndicales. Cette réforme de la représentativité syndicale de 2008, c'est, à ma connaissance, peut-être que vous me direz que je me donnerai d'autres exemples, mais une des rares applications de la loi Larcher de 2007, qui oblige maintenant
lorsque le gouvernement veut légiférer sur un domaine lié au monde du travail, aux relations professionnelles, il doit laisser un temps de négociation aux représentants des employeurs et des syndicats, qui ceux-ci aboutissent à un texte, à un accord. Cet accord doit être repris dans la loi. C'est ce qui s'est passé avec un dispositif qui est totalement inspiré de ce qui existe au niveau européen. La loi de 2008, elle a été précédée par une position commune, donc adoptée par la CGT, la CFDT, le MEDEF et à l'époque la CGPME, le côté employeur, petites et moyennes entreprises, et donc repris dans la loi, même si on était sous le mandat de Nicolas Sarkozy, ils ont rajouté un volet pour essayer de restreindre les effets des 35 heures. En fait. Or, cette loi de 2008, cette réforme de 2008, quelque part, je vais aussi très vite, elle a contribué à penser le lien entre salariés et représentants syndicaux au travers de la seule sanction électorale. Vous voyez tout le problème que j'évoquais, de comment on repense notre lien aux salariés, comment du coup sortir d'une activité syndicale qui a tendance à être enfermée dans le périmètre des institutions représentatives du personnel pour essayer de recréer du collectif, essayer d'être en prise avec la communauté de travail ou les communautés de travail, d'autant plus lorsque celle-ci est éclatée, fragmentée. La loi de 2008, elle n'a pas du tout donné des moyens par rapport à ça. La loi de 2008, elle a donc complètement modifié le système de représentativité syndicale. Aujourd'hui, ce n'est plus une représentativité descendante, c'est une représentativité ascendante. Donc, elle est liée à l'agrégation des résultats électoraux. Pour être représentatif au niveau d'une entreprise, il faut faire 10% des suffrages exprimés, 8% au niveau de la branche et 8% au niveau national et interprofessionnel dans un certain nombre de secteurs et de branches. En fait. Donc, ça a complètement bousculé cette représentativité en s'inspirant finalement de ce qui prévaut dans le champ politique. C'est-à-dire que finalement la démocratie, elle serait exprimée au travers de l'élection, du vote. Et les syndicats, donc c'était l'idée de donner plus de légitimité, de renforcer la légitimité des syndicats, leur assise dans le monde du travail, grâce à la sanction électorale. Deuxième élément de cette loi de 2008, elle a quelque part surtout pensé l'activité syndicale sur le seul segment de la négociation. Il faut les renforcer, les syndicats, pour être plus légitimes pour négocier, pour consolider la négociation collective. Et d'ailleurs, la loi de 2008, elle prévoit aussi tout un volet de négociation des carrières syndicales, de reconnaissance des carrières syndicales. Alors, c'est intéressant pour éviter les discriminations qui existent de façon forte aujourd'hui encore dans le monde du travail, mais c'est aussi l'idée, qui s'est prolongée depuis lors, quelque part, de professionnaliser ces représentants syndicaux, de les professionnaliser plus encore. De, quelque part, réussir à produire au sein de l'entreprise des représentants syndicaux qui vont assumer ces tâches, notamment dans toute l'activité de négociation pendant un temps donné, et qui ensuite vont pouvoir poursuivre leur carrière professionnelle dans l'entreprise en ayant participé quelque part à un bon fonctionnement de celle-ci. Alors, je ne vais pas faire trop long là-dessus, pour avoir le temps de faire mon deuxième point. La loi, elle n'a pas eu tous les résultats qu'escomptaient ses promoteurs. La loi de 2008, elle a un petit peu ouvert le jeu syndical. Elle a permis à des organisations comme Solidaire et comme l'UNSA de davantage s'implanter, ce qui n'était pas du tout dans l'objectif de ses promoteurs, parce qu'elle a facilité leur implantation dans les entreprises. Il y a eu encore des procès contre les syndicats sud, mais ils ont gagné ces procès, puisqu'ils ont pu nommer des représentants de la section syndicale. La loi surtout, elle a été prise aussi dans d'autres mouvements. Je ne dis pas que cette loi est à l'origine de tout, je dis qu'elle a participé avec d'autres tendances à une centralisation accrue, si vous voulez, de la représentation syndicale. Il y a donc toute une série aussi d'accords de droits syndicaux. Là, il y a des juristes qui travaillent là-dessus, qui ont suivi la réforme de 2008 et qui ont contribué à donner davantage de moyens syndicaux, des heures de délégation, des moyens matériels, aux représentants syndicaux centraux, par exemple les délégués syndicaux centraux d'un groupe.
et moins de moyens aux délégués du personnel. Quelque part, on a affaibli la représentation de proximité dans les entreprises, sur le lieu de travail, au profit d'une représentation au plus haut niveau des entreprises ou des groupes. Ça va dans le sens, ce que j'évoquais tout à l'heure, de professionnalisation du métier syndical, si vous voulez. Cette loi, elle a été aussi la pierre angulaire de toute une série de changements. Les mesures d'audience qui sont établies au niveau national comme au niveau départemental permettent aujourd'hui de répartir les moyens financiers qui sont alloués par la puissance publique aux syndicats, mais aussi, par exemple, de fixer le nombre de conseillers prud'homaux, puisqu'en même temps, le gouvernement a supprimé les élections prud'homales. Et la réforme a aussi rendu possible toute une série d'évolutions. Elle a été la condition indispensable pour ouvrir la voie à une inversion de la hiérarchie des normes, bien sûr accélérée et amplifiée par la loi El Khomri, qui fait désormais de l'entreprise le lieu central de la production des normes collectives de travail. Donc il fallait d'abord pouvoir dire, regardez, ces acteurs syndicaux, ils sont désormais légitimes parce qu'ils sont sanctionnés sur le plan électoral pour pouvoir mettre fin au principe de faveur et inverser complètement la hiérarchie des normes. Donc quelque part, elle est prise dans ce mouvement, je disais tout à l'heure, elle n'est pas à l'origine de tout, elle est prise dans elle est prise dans une transformation beaucoup plus large du droit du travail, avec, et ça a été très visible sous le mandat de François Hollande, quelque part le triomphe d'un nouveau paradigme du droit du travail. C'est Laurent Villemesse, qui est un chercheur en sociologie aussi, qui pointe beaucoup ça dans un ouvrage qu'il vient de publier. Il dit qu'il y a un changement de paradigme où le droit du travail n'est plus conçu comme outil de protection des salariés, le droit du travail qui vient contrebalancer l'inégalité du rapport salarial, l'inégalité intrinsèque du rapport salarial, mais le droit du travail est conçu comme une entrave pour la compétitivité des entreprises. Et pour cela, on essaye non seulement de faire de l'entreprise le lieu central de production des normes, quitte à avoir une mosaïque dans la production de ces normes, mais aussi on essaye quelque part de conformer, de formater la représentation syndicale. Alors la loi El Khomri et les ordonnances Macron ont continué à introduire un certain nombre de changements indépendants de la loi de 2008, mais qui continuent à bousculer cette représentation syndicale. Qu'est-ce que je veux dire par là? Plusieurs choses, je le dirai rapidement, quitte à y revenir dans la discussion pour avoir le temps de passer à mon deuxième point. C'est un petit peu comme si la réforme de 2008, si vous voulez, elle n'était pas allée assez loin du côté des employeurs. Ils pensaient qu'il y aurait par l'application de la loi de 2008, qu'un de ses effets, ça serait de favoriser des regroupements syndicaux autour de la CFDT, autour de la CGT. C'est pas si simple que ça, il y a au contraire un peu un éclatement de la représentation syndicale, parfois une représentation syndicale un petit peu à géométrie variable. Il y a des établissements, prenez la SNCF, dans des régions de la SNCF, vous allez avoir l'UNSA qui est représentatif et puis qui ne sera pas représentatif dans une autre région, donc vous avez plutôt une représentativité à géométrie variable, et puis vous avez des entreprises où les syndicats dits contestataires restent majoritaires. On peut prendre l'exemple, je reprends mon exemple de la SNCF. Du coup, c'est comme si ce n'était pas allé assez loin, et dans les dernières réformes, il y a d'autres éléments qui viennent un petit peu continuer, essayer de façonner cette représentation syndicale. D'abord, la loi El Khomri, vous le savez, a introduit la possibilité pour des syndicats signataires, mais qui ne font pas 50% des suffrages exprimés, qui représentent 30% des suffrages exprimés, d'avoir recours à un référendum. Quelque part, de contourner les syndicats majoritaires en ayant recours au référendum. Et puis les ordonnances Macron ont désormais conféré cette possibilité à l'employeur. Si jamais les syndicats proches de l'employeur s'en saisissaient pas, au moins l'employeur pourra s'en saisir directement. En fait. C'est une volonté un peu de contourner les résultats électoraux, alors même que ces résultats électoraux avaient été présentés comme décisifs dans la réforme de la représentativité de 2008. Un autre point important, c'est que les ordonnances entendent favoriser aussi la négociation en dehors des délégués syndicaux dans les entreprises de moins de 50 salariés. Donc, on ne tente pas essayer de penser comment on pourrait développer l'implantation syndicale dans les entreprises de moins de 50 salariés,
Non, elles entendent favoriser la négociation en dehors de ces délégués syndicaux. Donc du coup, là, on ne se pose même plus la question de la construction de la représentation. On ne se demande même plus quelles sont les conditions qui rendent possible une négociation. Pour qu'une négociation existe, quelque part, il faut qu'un collectif se construise, porte un certain nombre de revendications. Là, on pense une négociation, d'ailleurs, certains juristes disent, mais ça ne relève pas de la négociation, entre quelque part un collectif atomisé et l'employeur dans des situations aussi où les relations interpersonnelles, de domination peuvent être fortes. Et puis, les ordonnances, vous le savez, ont prévu aussi la fusion des IRP. Deux derniers points, je voulais évoquer pour essayer de vous montrer pourquoi, à mon sens, on va vraiment... Il y a une volonté plurielle, mais qui tend à essayer de façonner la représentation syndicale. Deux autres points, la fusion des IRP. Donc, les ordonnances ont... Et ça a été précisé par la suite, ont mis en place donc une instance unique à l'horizon 2020 qui va regrouper les anciennes IRP, les délégués du personnel, les comités d'entreprise et les comités d'hygiène et de sécurité sur les conditions de travail. Ça va modifier en profondeur les conditions d'exercice de la représentation dans les entreprises. Ça va modifier en profondeur le sens que les salariés donnent à leur vote. Surtout, à mon sens, ce qui est visé, c'est bien sûr l'activité des CHSCT. Ces instances-là, ces CHSCT, ont été un lieu, dans les dernières années, je dirais depuis les années 2000, de fortes réflexions sur l'activité de travail, de forte politisation de cette activité de travail au travers de toutes les luttes sur les risques psychosociaux en particulier, mais aussi sur d'autres maladies professionnelles. Et ça a été un des espaces où les syndicats ont essayé de repenser leur lien aux salariés, en se saisissant de ces enjeux de travail, en fait. Donc, quelque part, ça a été un des terrains de redéploiement d'une action syndicale critique. Et aujourd'hui, il n'est pas étonnant que cette instance soit directement visée. On ne sait pas très bien ce que vont devenir ces activités des CHSCT dans la nouvelle instance mise en place par les ordonnances. Enfin, dernier point sur les ordonnances, mais c'était vrai dès la première loi Macron, ça a été vrai aussi par la loi El Khomri, il y a tout, et là les gouvernements s'y sont compris à plusieurs fois, vous savez, c'est tous ces enjeux pour définir, pour apprécier le périmètre des licenciements économiques, pour assouplir les conditions de licenciement. Là, c'est la volonté de réduire au maximum le nombre de plans de sauvegarde de l'emploi, ce qu'on appelle des PSE, des plans de sauvegarde de l'emploi. C'est-à-dire essayer d'éviter les luttes syndicales, les grandes luttes syndicales menées pour obtenir des indemnités de licenciement, notamment des indemnités extra-légales, comme la lutte qu'ont pu mener les ouvriers et les ouvrières de Molex, les salariés de Molex par exemple. Ces conflits qui souvent sont, pour certains d'entre eux, réussissent à percer sur le plan médiatique, qui parfois débouchent sur des victoires. Il y a un certain nombre de plans de licenciement collectif qui ont été annulés pour vice de forme. Ça a été vrai chez Goodyear, chez Molex. Et donc là, c'est l'idée d'empêcher ces petites victoires syndicales, d'empêcher ces mobilisations, quelque part au travers de l'attaque contre les CHSCT et les licenciements collectifs, c'est d'essayer d'enlever le maximum de ressources aux syndicats les plus combatifs, aux syndicats contestataires, tout en essayant justement de transformer encore plus ces activités de représentation dans les instances représentatives du personnel. Alors, j'en viens à mon deuxième point, qui est sur les enjeux de redéploiement. J'aurais dû peut-être vous présenter les résultats électoraux, peut-être que j'y reviendrai tout à l'heure. Il y a donc ces offensives qui sont menées de l'extérieur du champ syndical par les pouvoirs publics, par les partis des employeurs, qui sont en partie relayés dans le champ syndical. Tous les syndicats ne se positionnent pas de la même façon par rapport à ces offensives. La Confédération CFDT peut se retrouver dans une partie des propositions qui sont avancées. Mais il y a un autre défi qui est posé aux organisations syndicales, qui est celle, quelque part, un petit peu de leur survie en termes d'implantation dans le salariat. Et là, ça renvoie à toutes les difficultés de syndicalisation. Là, je vais vous présenter quelques éléments quand même quelques données. Oui.
quelques données rapides pour après vous donner un peu des éléments de lecture, de réflexion là-dessus. Alors déjà, ça c'est simplement, je sais pas si tout le monde voit bien, ça c'est simplement un petit peu les effectifs des organisations syndicales aujourd'hui. C'est pas complètement aisé de les établir parce que certaines organisations syndicales ont vraiment, parce que c'est devenu un enjeu en interne, ont fait la clarté sur leurs effectifs, hein, tandis que dans d'autres organisations syndicales, cet enjeu-là, il n'est pas dit de la même façon et au contraire, c'est important de dire qu'on est nombreux pour essayer de compter dans le champ syndical. C'est le cas de Force ouvrière qui continue à déclarer des effectifs largement au-dessus de ce qu'on peut estimer. Notamment, Force ouvrière continue à déclarer 1 million d'adhérents à l'OIT pour essayer de peser un petit peu dans le champ syndical. On sait très bien qu'il n'y a aucune organisation syndicale française qui aujourd'hui rassemble 1 million d'adhérents. Vous voyez, la CFDT, c'est la première organisation en termes d'effectifs aujourd'hui, autour de 860 000, la CGT autour de 680 000. On estime que la CGT-FO est à autour de 500 000, l'UNSA 200 000, CFE-CGC 170 000. C'est des estimations hein, en se basant à la fois sur leurs déclarations et sur les travaux de recherche. CFTC autour de 140 000, la FSU 155 000 et Solidaire un petit peu moins de 100 000. Vous voyez, on reste sur des effectifs qui sont relativement restreints hein, de ces organisations syndicales. Surtout, ce que je voudrais vous montrer, c'est les difficultés par rapport à la fois à l'implantation dans les différentes catégories socio-professionnelles, les difficultés en termes de rajeunissement, et j'essaierai très rapidement après de vous dire un petit peu les réflexions que ça peut inspirer. La syndicalisation dans les catégories socio-professionnelles. Donc là, vous ayez en tête que c'est 11% le taux de syndicalisation hein, moyen de la population active. Donc là, vous avez entre 0 et 25%, cadre, je ne sais pas si tout le monde voit bien, cadre. Cadre, profession intermédiaire, employés, ouvriers, l'ensemble des salariés. La colonne bleu foncé, c'est le secteur marchand associatif. Bleu turquoise, un peu là, c'est les fonctions publiques. Et puis après, c'est l'ensemble. À un moment donné, dans les années 2000, on disait, proportionnellement, les cadres sont plus syndiqués en France que les ouvriers. J'ai bien dit tendanciellement, proportionnellement, hein, pas en termes d'importance numérique. C'est pas tout à fait vrai. Les cadres qui sont les plus syndiqués, vous voyez, c'est les cadres de la fonction publique, hein, qui battent tous les records. Et dans le cadre de la fonction publique, il y a évidemment une partie aussi des enseignants. Mais si vous regardez donc du côté secteur marchand, donc c'est à la fois privé et entreprise publique marchande. Hein, vous voyez justement, hein, il y a eu un recul très fort. Hein. Là, on voit une photographie. Il y a eu un recul très fort de la syndicalisation des ouvriers dans ce secteur privé, en raison même de tous les processus d'externalisation des emplois ouvriers, y compris dans les entreprises publiques, hein, comme EDF. Ces emplois ont été externalisés vers les secteurs de services aux entreprises, donc vers des entreprises de taille plus réduite, hein, sachant que la variable de la taille, elle est déterminante dans la syndicalisation. Plus l'entreprise, plus l'établissement est grand, plus vous avez probabilité de pouvoir vous syndiquer. Puisque il y a aussi une stabilité des relations, le fait syndical y est reconnu. Dans les petites entreprises, il est très difficile de se syndiquer. Donc ce phénomène d'externalisation massive des emplois ouvriers a conduit à un affaiblissement de la syndicalisation de cette catégorie, en fait. Ce qu'on retrouve aussi dans la composition interne des organisations syndicales. Je voulais aussi vous montrer, ça. Voilà, sur qui sont les syndiqués. Donc là, la fonction publique, secteur marchand, associatif, et puis l'ensemble. Donc là, bon, toujours une différenciation en termes de syndicalisation homme-femme, mais vous voyez aussi surtout sur la pyramide des âges. On a une faiblesse de la syndicalisation des moins de 30 ans, 3% dans le secteur marchand et associatif, mais même des moins de 39 ans, 6%. Alors, vous savez, dans les organisations syndicales, on est jeune longtemps, hein, quand ils comptent les jeunes organisations syndicales, c'est les moins de 35 ans. Hein, on recule un petit peu la barre à chaque fois pour essayer d'avoir un petit peu de jeunes, mais bon, au-delà de la butane, évidemment, ce qui est marquant, c'est une tendance au vieillissement de la base adhérente et militante des syndicats dans toutes les organisations. Il
Il n'y a pas une organisation qui échappe à ça, y compris les organisations nouvelles venues dans le champ syndical, comme Solidaire. On pourrait se dire, peut-être une capacité à attirer davantage les jeunes. Non, toutes les organisations syndicales sont confrontées à ce phénomène de vieillissement de leur base syndicale. Et puis, je voulais aussi vous dire ça, juste pour nourrir un petit peu mon propos, pour voir pourquoi je vais avancer un certain nombre d'éléments. Je vais prendre l'exemple de la CGT, puisque c'est une organisation sur laquelle j'ai pas mal travaillé. Donc, je prends les données de 2014, 686 000 adhérents. Qui sont ces adhérents? Ben, vous voyez, il y en a 57,6% qui sont dans une entreprise de plus de 500 salariés. Sachant que ces entreprises emploient au total 11,1% du total des salariés en France. Vous voyez le décalage. 8,1% des adhérents qui travaillent dans une entreprise de moins de 50 salariés. Sachant que ces entreprises, elles emploient 28,8% du total des salariés. Et puis des décalages aussi, 37,5% des femmes parmi les adhérents de la CGT, 37,5% sont des femmes. Les femmes représentant aujourd'hui plus de 50% du salariat. L'âge moyen des adhérents, 49 ans. Et puis, aujourd'hui, la catégorie socio-professionnelle la plus représentée dans la CGT, ce sont les employés. Ce sont les employés, 44% des adhérents, contre 28% d'employés dans la population active. Ce ne sont pas les ouvriers, ce sont les employés. Ben pourquoi je crois que je l'ai là. Parce que la première fédération de la CGT aujourd'hui, c'est celle des services publics. Là, je vous ai mis les fédérations dans la CGT par ordre d'importance et leur évolution entre la fin des années 90 et 2014. Vous voyez combien elle progresse, la fédération des services publics. Les services publics, ce sont les collectivités territoriales. Les employés, les agents des collectivités territoriales. Deuxième fédération, la CGT, c'est la santé. C'est aussi le cas d'ailleurs à la CFDT, santé publique et privée, qui progresse énormément, c'est des secteurs créateurs d'emplois. La métallurgie, ça fait longtemps que ce n'est plus la première fédération de la CGT, vous voyez, ils sont en baisse. Des fédérations comme Minénergie, vous voyez la chute Minénergie, c'est EDF, EDF, GDF. C'est d'ailleurs aussi une fédération où le poids des retraités ne cesse de s'accroître. La part des retraités dans la fédération par rapport aux actifs ne cesse de s'accroître. Et puis, regardez le commerce. La fédération du commerce de la CGT, c'est aujourd'hui la 6e fédération, 44 000 adhérents. Dans un autre pays, ça serait un gros syndicat. 44 000 adhérents, il y a 3 millions de salariés dans le commerce en France. Donc c'est aussi réfléchir au champ de syndicalisation, si vous voulez, au poids de ces fédérations par rapport à leur champ de syndicalisation. Alors, bon, si vous voulez, tout à l'heure, je reviendrai sur les résultats électoraux, si ça vous intéresse, voir un petit peu ce qui s'est passé dans la mesure de la représentativité. Pourquoi je dis tout ça? Pour ne pas faire trop long. Pour moi, il y a 3 types de difficultés auxquelles sont confrontées les organisations syndicales, et notamment les organisations syndicales qui entendent représenter aujourd'hui le monde du travail dans ses composantes les plus exploitées, les plus précarisées, ou pour dire autrement, qui entendent être en prise avec le prolétariat contemporain, tel qu'il est. Il y a pour moi trois défis importants. Une première question, c'est la question de la base sociale. C'est ce que je viens d'essayer de montrer. Comment réussir à organiser la part importante, les composantes extrêmement importantes au sein des catégories ouvriers et employés, au sein des classes populaires qui sont précarisées et qui sont durablement précarisées. Je ne l'ai pas dit là, le profil moyen d'un adhérent à la CGT, c'est un homme de 50 ans, en CDI, dans un grand établissement. La part des CDD est ridiculement basse, ou des CDI, on trouve un peu plus de CDI à temps partiel, mais intérimaire, CDD, c'est très bas. C'est aussi vrai dans d'autres organisations. Donc, comment penser? Alors, un rajeunissement de la base adhérente, bien sûr, s'adresser aux jeunes, une féminisation, mais plus précisément encore, comment réussir à organiser celles et ceux qui subissent plus une forme de domination, d'exploitation dans le monde du travail aujourd'hui. Ça pose la question aussi du sens de l'action syndicale. Donc ça pose la question de aussi comment on se déploie dans des entreprises, donc du secteur du service aux entreprises, dans des entreprises, dans tous les secteurs franchisés. Comment on arrive à atteindre ces salariés, comment on arrive à atteindre ceux qui sont avec des emplois
à temps partiel, avec des temps de distance très longs entre leur lieu de travail et leur lieu d'habitation. Comment repenser, si vous voulez, l'action en direction de ces catégories-là du monde du travail, en fait. Deuxième enjeu qui est lié, c'est celui de la structuration des syndicats. Et là, c'est un enjeu, quelque part, qui traverse l'histoire du mouvement syndical, cette question d'être un petit peu de l'isomorphie, correspondre aux formes que prend le capitalisme. C'est une question qui s'est posée au tournant du XXe siècle, quand dans la première CGT, l'enjeu a été de se transformer d'un syndicalisme de métier, construit sur la base de métiers, souvent définis de façon très précise, à un syndicalisme d'industrie. Avant la CGT organisait les verriers, les maçons, et puis après ils ont construit une fédération du bâtiment. Là, la question, elle est aussi posée aujourd'hui, quand les frontières des entreprises sont particulièrement poreuses, en fait. Les directions d'entreprise peuvent décider très rapidement de repenser la configuration des différentes entités, de sortir une entité du groupe, d'en faire une filiale. Autre phénomène très connu, on sait que sur un même lieu de travail, on pourrait prendre les universités ou l'ENS, vont se retrouver des travailleurs au statut différent, certains statutaires, fonctionnaires, certains contractuels, certains vacataires, vont travailler des salariés mis à disposition par des entreprises, je pense au personnel de nettoyage, de gardiennage. Comment organiser ces travailleurs sur un même site de travail alors qu'ils relèvent de statuts et d'employeurs différents? Donc c'est toutes ces questions qui sont posées par rapport à la structuration, aux formes dont se dote le mouvement syndical. Je vais vite, il y a plusieurs enjeux. Par exemple, à la CGT, ils sont toujours sur le fonctionnement de syndicats d'entreprise. Un syndicat correspond à une entreprise, mais parfois, ils disent un syndicat, ça existe. Alors il y a eu plein de débats dans la CGT là-dessus. C'est au moins ils disaient au moins à partir de 10 syndiqués. Ça a été refusé parce que ça voudrait dire qu'il y a plein de syndicats qui ne seraient plus des syndicats mais des sections syndicales. Mais le problème qui est posé, il y en a deux, c'est-à-dire qu'il y a aussi des salariés syndiqués mais tout seuls dans leur entreprise. Ils appellent ça des isolés. Des salariés isolés parce qu'il n'y a personne d'autre qui est syndiqué. Je suis la seule syndiquée dans ce petit magasin Franprix. Qu'est-ce qui se passe pour moi? À la CGT, ils estiment qu'ils ont 14% de salariés isolés parmi leurs adhérents. C'est énorme, 14% de salariés isolés. Comment on crée les conditions pour que ces syndiqués participent à des débats, à des discussions, à une vie syndicale, qui participent aux décisions? Alors, plusieurs choix possibles. À la CFDT, ils ont fait le choix de faire des syndicats départementaux. Le syndicat départemental du commerce, il va avoir des sections chez Franprix, chez Carrefour et ailleurs. D'autres choix qui peuvent être faits, c'est de dire que ce sont les unions locales qui vont jouer un rôle justement pour rassembler ces salariés du commerce, des services, ces salariés précaires qui vont être le lieu de vie, de discussion. Mais ça veut dire donner des moyens aux unions locales pour faire tout ce travail, pour aider ces salariés à construire leurs revendications. Moi, j'avais eu l'occasion de suivre comme ça le travail d'une union locale par rapport à des salariés dans l'aide à domicile, particulièrement isolés, travaillent pour des associations qui ne se rencontrent jamais. Donc comment créer déjà un lieu de rencontre pour que ces salariés discutent de leur travail? Donc vous voyez, c'est ça les enjeux de structuration du syndicalisme. Ça part de comment on fait face aux multinationales. Quand à la CGT, ils ont 33 fédérations, une multinationale, quand il y a une multinationale qui prend des décisions, ça implique parfois 5-6 fédérations qui ne se coordonnent pas entre elles. Donc comment on fait face à ces multinationales? Est-ce qu'il faut fusionner des fédérations? Et en même temps, comment on ne crée pas de trop gros appareils syndicaux pour justement être en capacité d'être en prise d'organiser les salariés sur le terrain, et notamment les salariés où c'est difficile d'implanter des syndicats d'entreprise, en raison des politiques de répression patronale, de la taille des entreprises, etc. Et puis, troisième enjeu, je ne vais pas faire trop long, c'est sur les questions de revendication aussi. C'est toute la question,
y a un chercheur britannique très connu sur le syndicalisme qui s'appelle Richard Hyman, qui dit que finalement il y a un des enjeux qui est la capacité discursive des syndicats, la capacité à se faire entendre. Alors, cette capacité à se faire entendre, elle se produit pas en vase clos. Leur discours, évidemment, il se déploie dans un espace de lutte politique, où d'autres discours sont tenus. On le voit bien là avec la SNCF, avec la lutte des cheminots. Il faut réussir à faire entendre un autre discours par rapport à ce qui est dit par le gouvernement, par les médias, par la direction d'entreprise. Mais c'est aussi la capacité, dit Hyman, à faire partager un projet. Et finalement, les syndicats, ils ont réussi au cours du XXe siècle, par exemple, à faire partager l'idée de réduction du temps de travail. Que ça pouvait paraître complètement inatteignable à la fin du XIXe, et finalement, quelque part, c'est une utopie qui a pu être mise en marche. C'est une utopie qui continue évidemment à faire sens, mais réussir à construire ce type d'utopie pour convaincre les salariés que ça vaut la peine de s'organiser, de se mobiliser. Donc il y a cet enjeu aussi de qu'est-ce qu'on défend, qu'est-ce qu'on arrive à mettre en avant, est-ce qu'on défend finalement, alors on retrouve les vieux débats, qu'est-ce qu'on met en avant? C'est l'abolition du salariat ou c'est la défense du salariat tel qu'il est et finalement l'idéalisation un petit peu de la période dite des 30 glorieuses. Voilà. Quel est le type de discours que vont réussir à porter ces syndicats pour réussir à créer des alliances avec d'autres types de mouvements sociaux, sur la question de l'environnement par exemple, et être en capacité de mobiliser en fait. On pourrait dire aussi dans des outils un peu de la sociologie de mobilisation collective, c'est un peu les processus de cadrage, comment ils vont réussir à donner des cadres d'interprétation sur des enjeux pour réussir à mobiliser. Donc, voilà un petit peu ce que je voulais présenter. Peut-être en conclusion, dire que il y a eu beaucoup de débats dans le monde anglo-saxon sur la question du renouveau syndical, qui est lié en fait à des mouvements qui se sont produits aux États-Unis. Aux États-Unis, le mouvement syndical, à la fin des années 90, il était en aussi mauvais état que le mouvement syndical français, en termes de taux de syndicalisation, en termes de profil des syndiqués, plutôt des salariés blancs dans l'industrie. Il y a eu des débats internes sur le fait de dire mais si on continue comme ça, quelque part on va mourir en fait. Donc il faut qu'on arrive à se redéployer vers les travailleurs des services, du commerce, les travailleurs afro-américains d'origine latino. Il faut qu'on... Et donc ça a divisé au sein du mouvement syndical américain. Il y a eu une scission de la FL-CIO, construction d'une nouvelle organisation, sur des choix financiers en fait, de dire quel budget on consacre à des campagnes de syndicalisation dans ces secteurs précarisés pour renouveler complètement les bases de notre syndicalisme et pour permettre que se constituent des collectifs et que ces salariés, qui finalement qui ne nous ressemblent pas à nous qui sommes encore dans les syndicats, ils prennent aussi leur place dans l'organisation. Alors c'est des campagnes qui pour certaines ont été couronnées de succès, pour d'autres beaucoup moins. Le mouvement syndical américain il ne va pas très bien, mais il y a eu toutes ces tentatives. Et aujourd'hui encore, vous en avez certainement entendu parler, il y a une grosse campagne sur les $15 de l'heure aux États-Unis. C'est une campagne qui fait qu'il y a pas mal de mobilisation, notamment dans le secteur de la restauration rapide, dans les McDo, qui est l'idée un peu d'unifier les travailleurs précaires sur cette revendication d'un salaire minimal, des $15 de l'heure. Et c'est souvent des mouvements qui sont construits en essayant de faire des alliances avec d'autres types de mouvements sociaux. Alors aux États-Unis, des associations communautaires, des associations de quartier, des associations donc, liées à l'origine des travailleurs, faire des alliances de ce type, essayer de jouer beaucoup sur la médiatisation, des actions un peu coup de poing pour avoir quelque part donner de la force donner de la force aux faibles, essayer à travers la médiatisation d'inverser un peu le rapport de force, et puis aussi beaucoup de recherche, de réflexion sur les donneurs d'ordre, remonter le fil des responsabilités. Par exemple, c'est fait aussi en France sur les travailleurs du nettoyage. Quand vous vous heurtez à des entreprises de nettoyage, des PME sous-traitantes qui disent nous on ne peut pas augmenter les salaires, non, on est obligé de continuer à payer
les travailleuses à la chambre faite, on ne peut pas passer à un tarif horaire, on ne peut pas augmenter les rémunérations. Dire, ben oui, mais vous êtes dans une relation commerciale avec telle entreprise, qui est la filiale de telle entreprise, donc remontez, si vous voulez, la chaîne de responsabilité, ce qui les conduit après à faire des actions, un petit peu de ce qu'ils appellent de shaming, ils mettent la honte sur, et là des opérations très médiatisées, sur les donneurs d'ordre. Ça c'est on fait dans le nettoyage, ça peut être sur des institutions, les institutions type universitaire ou autre, qui ferment les yeux sur l'externalisation des activités de nettoyage et sur les conditions dans lesquelles se déroule cette activité de nettoyage. Donc c'est un petit peu cette réflexion-là qui est assez forte dans le syndicalisme américain, qui s'est diffusée dans d'autres mouvements syndicaux, au Royaume-Uni, en Allemagne, et qui est peu présente en France. Et pourtant, il y aurait des choses à discuter, même si ce n'est pas le même type de relation professionnelle, il y aurait des choses à discuter, d'autant plus par rapport aux tendances que j'ai décrites au début de mon intervention, qui viennent fortement essayer de conformer la représentation syndicale. Je vais peut-être m'arrêter là pour qu'on ait le temps de la discussion, j'ai déjà fait trop long. Merci et si vous voulez, je vous présenterai les résultats, si ça vous intéresse, sur la mesure de la représentativité. Merci beaucoup donc, pour cet exposé très très détaillé. Est-ce qu'il y a déjà des questions, des réactions dans la salle? Oui, j'ai quelques questions terre à terre de définition, simplement. Tout à l'heure, vous avez parlé des IRP, vous avez parlé aussi de CHLCT. C'est mal dit, CHLCT. Oui, pardon. Et je sais pas ce que c'est, bien sûr. Oui, désolé. Il y a beaucoup de sigles dans le monde des relations professionnelles et souvent on les reprend même sans y réfléchir. Les IRP, c'est les institutions représentatives du personnel. Donc c'est tout ce qui a été construit au fil du XXe siècle. On va commencer par les délégués du personnel, 36, les comités d'entreprise, et puis donc les comités d'hygiène et de sécurité, les conditions de travail, les CHSCT. Donc voilà, on appelle les IRP, donc c'est la mise en place de formes de représentation instituées dans l'entreprise sur des thématiques précises. Les comités d'entreprise ont un rôle de consultation sur l'orientation économique, la stratégie économique de l'entreprise. Ils gèrent aussi les activités sociales et culturelles. Et donc ce sont ces IRP qui vont être fusionnés. Là, c'est une des mesures des ordonnances. Ils vont être fusionnés en un CSE. Donc on crée une nouvelle instance. Donc c'est un vrai bouleversement ça en termes de comment ça va se jouer un petit peu dans les entreprises. Voilà, et CHSCT c'est donc l'instance qui prend en charge tout ce qui concerne les conditions de travail, sécurité au travail, etc. en fait. Hygiène. Oui, merci Sophie pour l'exposé. Je voulais juste te demander, parce que tu parles des efforts de cadrage qu'ont les syndicats à opérer, etc. Et j'aurais aimé savoir aussi dans quelle mesure on peut lier cet effort-là à une interrogation sur les formes d'organisation d'entreprise souhaitables. En fait, ça fait le lien aussi à des formes, notamment des scopes, etc. Donc on sait que la position de la CGT vis-à-vis de ces structures-là est un peu ambivalente. Je t'interroge davantage sur la CGT parce que c'est peut-être le syndicat que tu connais le mieux, mais est-ce que tu as des informations là-dessus sur la position, l'évolution de cette position du syndicat par rapport à cette structure-là, et comment ça peut aussi être un outil ou un renouvellement de cet effort de cadrage et d'horizon commun à défendre. Du coup, je réponds tout de suite ou vous voulez... Ouais. Effectivement, les positions de la CGT elles ont beaucoup évolué sur la question des scopes. Et alors même qu'il y avait une certaine frilosité côté CGT par rapport à ce qui pouvait exister dans la CFDT, par rapport au scope, ça apparaît de plus en plus, et notamment dans le cadre justement des luttes pour le maintien de l'emploi, des luttes contre la fermeture d'entreprises, ça a apparu de plus en plus comme une façon de ne pas se laisser enfermer dans des revendications qui étaient uniquement sur l'obtention des indemnités de licenciement, bien sûr légales, mais aussi extra-légales en fait. Donc aujourd'hui, c'est très valorisé dans la CGT, notamment avec des expériences comme celle des Fralib. C'est très valorisé, et même à un moment donné, c'était un discours qui était porté, y compris par la direction confédérale de la CGT, comme
Voilà un des éléments de notre projet. On va essayer de mettre en place des scopes comme débouché de ces luttes, en fait. Si ce n'est que, à ma connaissance, il y a par contre assez peu de débats dans la CGT sur, très bien des scopes, mais qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce que c'est des scopes qui sont intégrés au marché? Ou est-ce que c'est... Et qu'est-ce qu'on fait aussi en termes... Alors, ce qui était très valorisé, c'est les questions, bien sûr, de démocratie interne dans le fonctionnement des scopes, mais finalement, quelle place de ces scopes dans le marché et quelle capacité un petit peu à apporter justement une conception critique du fonctionnement de l'économie de marché et essayer de développer d'autres réseaux, en fait. Donc ça, à ma connaissance, c'est pas encore très développé dans la CGT, en fait. Et en revanche, il y a un recul côté CFDT, il y a une valorisation des scopes, mais toute la question un petit peu justement de cette approche critique des scopes, elle est plus tellement développée en fait, même si les liens historiques sont plus forts. Alors moi je parle en tant que retraité, donc qui a toujours été militante syndicale et dans plusieurs syndicats. Donc les acquis sociaux, eh bien ils vont avec la syndicalisation. Et je dis ça aux jeunes, il ne faut pas rêver. Si vous ne bougez pas, les acquis sociaux régresseront, c'est obligatoire. Donc, actuellement, dans le monde du travail, les formes possibles de réaction, de mouvement, ce sont les syndicats. J'en vois pas d'autres actuellement. Voilà. Il y a des collectifs aussi. Mais les collectifs, ils peuvent se créer à un moment donné pour un point précis, une action sur un point précis, dans une entreprise précise, etc. Voilà. Mais il n'y a pas de coordination après possible entre ces collectifs. Voilà. Donc, le premier facteur de l'affaiblissement des syndicats, c'est lequel? C'est la multiplication des syndicats. Plus il y a de syndicats, plus il y a d'affaiblissement. Pourquoi? Parce que la mobilisation ne peut pas se faire. Quand on est 5 et qu'on est 5 avec des idées différentes, on ne peut pas se mobiliser. C'est pas possible. Donc il faut prendre le temps de la discussion, il faut faire, ça retarde, etc. Mais en face de nous, dans les entreprises ou dans les services publics, croyez bien qu'ils sont organisés, eux, dans les entreprises. Ils ont des économistes, ils les payent. Dans les services publics, ils ont les hauts fonctionnaires au niveau des ministères et ils les payent. Ils savent ce qu'ils racontent dans les entreprises. Ils savent ce qu'ils racontent, que ce soit dans le public ou que ce soit dans le privé. Donc, on a toujours face à soi des gens qui sont très au courant des problèmes et qui vont essayer de vous manipuler de toutes les façons possibles. Et si déjà au départ vous êtes divisé, obligatoirement, là, ils jouent sur du volume. Donc le premier facteur, c'est la multiplication des syndicats. Elle a servi les intérêts du patronat, les intérêts du gouvernement successif. Bon. Je voulais simplement parler de l'action des syndicats. Par exemple, l'action, je vais juste parler d'un petit exemple. La CGT, par exemple, eh bien, elle s'est occupée des luttes des sans-papiers. La CGT, elle s'est occupée des luttes également, elle s'occupe des luttes avec les chômeurs. Bon. Donc ça veut dire que les syndicats, je ne connais pas les autres actuellement, mais il y a un mouvement qui va dans ce sens-là. Je veux dire qu'ils ne sont pas, les syndicats, ils ne sont pas isolés dans la société. Ils sont partie prenante de toutes les parties de la société. Autre chose, le phénomène qui est apparu ici, très clairement et très nettement,
c'est le fait que les jeunes ne se syndiquent pas. D'accord? Moi, personnellement, je pense que c'est lié à la société de consommation. Mais c'est une analyse qui vaut ce qu'elle vaut. Il y a certainement beaucoup d'autres facteurs, mais je pense que c'est directement lié à la société de consommation, dans la mesure où cette société de consommation a supprimé du reste les autres, comment dire, a focalisé l'activité humaine sur ce phénomène, sur la consommation. Et c'est-à-dire que même le culturel est passé derrière la consommation. C'est la consommation d'abord, la consommation du culturel qui est imposée par la société. On va dire, c'est compliqué, on peut parler de capitalisme, on peut parler de tout ce qu'on veut, hein, mais qui est imposé dans la société dans laquelle on vit. Voilà, c'est tout. Et puis, bien sûr que le troisième enjeu dont vous avez parlé, bien sûr que la capacité à se faire entendre, bien sûr les syndicats, la capacité à se faire entendre, ils doivent donc participer à un projet. Mais comment voulez-vous, par exemple, actuellement, comment voulez-vous que les syndicats français aillent sur le projet de 32 heures par semaine de travail, dans la mesure où on a enfoncé dans la tête des gens le fait qu'on a une dette, qu'il faut rembourser cette dette, et que notre société française va mal. À partir du moment où on a mis ça dans la tête des gens, ben bien entendu, ils ne vont pas réclamer quelque chose en disant mais c'est pas possible, vous voyez, les entreprises elles font pas de bénéfices, etc. C'est l'idée, je pense, du changement de paradigme que vous évoquez. Vous voulez sûrement répondre à ça. Peut-être revenir sur plusieurs éléments que vous avez évoqués. Je trouve que ça donne à réfléchir sur d'autres formes de représentation dans le monde du travail. Un des premiers points que vous avez évoqué, est-ce que finalement, vous disiez les syndicats, finalement on a besoin des syndicats dans le monde du travail. Hein. C'est vrai que c'est des questions qui reviennent régulièrement. C'était présent dans le mouvement intermondialiste, avec un petit peu le succès qu'a pu connaître le mouvement intermondialiste à la fin des années 90, début des années 2000, qui réussissait à peut-être attirer davantage de jeunes, attirer des catégories socio-professionnelles un petit peu différentes, mais qui à un moment donné s'est dit oui, mais comment on agit dans les entreprises? Et donc il faut que dans le mouvement intermondialiste, il y ait les syndicats. Il faut qu'on arrive à construire des choses avec eux pour pouvoir être aussi au cœur des entreprises, à commencer par les multinationales, mais pouvoir être en prise avec le monde du travail. Et c'est aussi des débats qui ont eu lieu dans Nuit debout, dans le mouvement contre la loi travail en 2016. Il me semble, et peut-être que certains d'entre vous vont réagir ici, que dans Nuit debout, il y avait des discussions à la fois pourquoi on ne va pas plus vite, pourquoi il n'y a pas une grève générale. Hein, c'est un peu l'idée finalement, nous on a décidé de rester sur les places parce qu'on a marre des journées d'action dites saute-mouton et qu'on voudrait que ça aille plus vite, qu'on construise une grève générale. Et en même temps, quand ces personnes qui essayaient de faire des choses, ont essayé de construire des commissions pour aller essayer d'aller voir les salariés, essayer de les appeler à sortir de l'entreprise, à débrayer, à faire grève, ils se sont rendus compte que c'était beaucoup plus compliqué que ça. Hein. Et il me semble que là aussi, ça montre qu'il y avait une certaine impatience qu'on peut comprendre en termes de lutte, et en même temps une méconnaissance de la difficulté à déployer l'action syndicale, l'action revendicative dans toute une série d'entreprises et de secteurs. Donc je pense que ça amène à réfléchir. Moi je partage cette idée qu'on a besoin des syndicats et qu'il n'y a pas pour l'instant d'alternative. Vous disiez des coordinations où ça dure un temps. C'est vrai que ça peut aider sur une lutte, notamment quand la représentation syndicale est faible. Mais il y a besoin, il y aura toujours la question de savoir comment on donne une forme de représentation à la communauté de travail, comment on fait exister cette communauté de travail, finalement, pas uniquement au travers des ordres de l'employeur, comment cette communauté de travail, elle se saisit d'elle-même pour exister
hein, pour se doter d'une certaine autonomie. Et pour moi, la représentation syndicale, elle joue un rôle déterminant là-dessus. Et puis vous avez aussi parlé du rôle de la CGT par rapport à la lutte des sans-papiers et des chômeurs. Je crois que c'est très important aussi. Pour moi, c'est des débats et des choix qui ont clivé le monde syndical et qui révèlent un certain nombre de choses. Je crois que, par exemple, et ça a été vrai dès la fin des années 80, qu'est-ce qu'on fait par rapport à comment contribuer à la mobilisation collective des chômeurs, à organiser et mobiliser les chômeurs? Est-ce qu'il faut passer par des formes associatives, plus adaptées peut-être, plus souples? Ou est-ce que finalement ça a du sens d'essayer de construire une représentation à l'intérieur des syndicats? Donc des choix différents ont été faits, les débats ils existaient très fortement dans la CFDT, enfin, du côté notamment de la gauche CFDT, hein, des militants oppositionnels à l'époque à Nicole Notat, et qui ont fait plutôt le choix, parce qu'il n'y avait pas beaucoup d'espace dans la CFDT pour ça, de construire en dehors de la CFDT des associations comme Agir Ensemble contre le chômage. Les militants de Sud, les Sud PDT notamment, ont contribué à cela, mais il y a des débats dans Solidaire aujourd'hui pour savoir s'il faut aussi créer plutôt des collectifs de chômeurs et privés d'emploi dans Solidaire, dans les solidaires locaux, ou être plutôt dans le domaine associatif. Et à la CGT, ils ont fait le choix d'essayer de créer des syndicats de privés d'emploi, et aujourd'hui de privés d'emploi et précaires. Donc c'est parti de luttes, notamment à Marseille, de luttes de salariés des chantiers navals, qui après leur lutte ont décidé de continuer à exister comme collectif de chômeurs, un comité de chômeurs. Aujourd'hui il en existe plusieurs, il y a un comité national des privés d'emploi et précaires, mais qui a, ils mènent toute une série d'actions. Ils sont souvent contestés dans la CGT. C'est pas évident leur place dans la CGT, puisque pour d'autres militants disent, mais finalement, vous ne pouvez pas vous organiser en tant que chômeur, parce que être chômeur, ce n'est pas un statut durable. Donc vous devez plutôt rester organisé dans votre syndicat d'origine ou dans votre fédération d'origine, en fait, votre fédération professionnelle. Et puis, ceux qui animent les comités de privés d'emploi chômeurs disent, mais non, ça ne marche pas, on sait très bien quand on est au chômage, finalement, on perd le contact avec les autres salariés, et donc il y a besoin de s'organiser sur cette question de l'expérience même du chômage, des droits qu'on revendique. Droit au transport gratuit, au syndicalisme belge, ils ont revendiqué un droit à un compte universel, avoir droit, toute personne ait droit, puisse ouvrir un compte en banque, puisqu'on ne peut pas faire grand-chose sans compte en banque dans nos sociétés aujourd'hui. C'est ces enjeux-là qui sont posés, et je trouve que c'est extrêmement important. Et là, ça fait partie plutôt des dynamiques de renouveau, je trouve, comme la lutte sur les sans-papiers. Ça montre que c'est des organisations qui bougent aussi, et qui sont porteuses de ces débats-là, de ces enjeux-là, en fait. Moi, j'aurais bien aimé aussi rebondir sur la faible syndicalisation des jeunes. Outre la question de la société de consommation, il y a aussi la grande méconnaissance de l'histoire des luttes sociales, qui joue énormément sur beaucoup de jeunes qui sont inconscients qu'il a fallu se battre pour gagner à tous ces acquis, qui sont même des conquis sociaux, comme aurait dit Croizat. Et également le souci de la précarisation, de la très forte précarisation des emplois jeunes, qui, on l'a vu, plus l'employé est précaire, moins il va se syndiquer. Dans cette même veine, est-ce que vous avez fait des enquêtes sur les syndiqués, notamment pour savoir les raisons qui vous poussaient pour la première fois à se syndiquer? Si c'est une tradition familiale, juste une raison pratique ou des choix idéologiques? Alors oui, il y a beaucoup de travaux sur ces questions de l'engagement syndical. J'en ai fait aussi, mais il y a un certain nombre de chercheurs qui ont fait des enquêtes plutôt localisées, en fait, pour essayer de comprendre. Alors, ce qui ressort de ces travaux, c'est le fait qu'il y a un affaiblissement, si vous voulez, un peu des matrices qui pouvaient fonctionner encore dans les années justement 60-70, qui contribuaient pour un certain nombre de jeunes salariés quand ils rentraient dans l'emploi à se dire que se syndiquer c'était naturel, entre guillemets. Il n'y a jamais rien de naturel, mais ils le voyaient comme quelque chose de naturel. Qu'est-ce que je veux dire par là? Le fait d'avoir baigné dans un milieu catholique, en ayant été dans des organisations de jeunesse, type la JOC, dans un milieu communiste, tout ça pouvait contribuer, par la socialisation primaire, socialisation familiale, à rapprocher du syndicalisme. Ce type d'engagement, il s'est beaucoup réduit aujourd'hui.
l'engagement syndical par transmission, quelque part, qui vient aussi du milieu familial, sa part est aujourd'hui beaucoup plus réduite. Donc on se syndique beaucoup plus aujourd'hui par rapport à ce qui se joue sur le lieu de travail. Ce qui se joue dans l'expérience même du travail et la relation aux collègues de travail. Et ce que montre aussi une partie des études, c'est que la plupart des syndiqués, ils ont peu de liens, ils ne sont pas forcément... la part des syndiqués qui sont engagés dans d'autres types de mouvements, d'associations, c'est réduite aussi. Parce que vous aviez aussi ce profil de militants ou d'adhérents syndicaux. Je suis engagé dans une association, je suis engagé politiquement, puis ça, évidemment ça fait sens, ça me paraît totalement logique d'être engagé sur mon lieu de travail en fait. Au contraire, aujourd'hui vous pouvez avoir beaucoup plus de clivage, de césure entre ça. Vous pouvez, et je dis ça, j'y reviendrai aussi par rapport aux jeunes, notamment aux jeunes salariés qui vont penser leur engagement dans une association par exemple en dehors du lieu de travail, mais qui ne vont pas du tout penser à s'engager sur le lieu de travail en fait. Donc juste pour revenir sur votre question, oui, c'est surtout des facteurs liés à l'expérience de travail et la relation aux collègues de travail. Et c'est pour ça d'ailleurs aussi que il y a une réflexion un petit peu dans les syndicats par rapport aux jeunes, c'est-à-dire que quand vous accédez enfin à un emploi stable, en CDI ou sur concours, le premier réflexe de ces jeunes salariés-là, c'est pas de se syndiquer. Parce qu'il y a un tel soulagement après toute une période de précarité, d'arriver à l'emploi stable, que c'est pas le bon moment en fait. Et par contre, l'expérience de travail au bout de 2-3 ans, l'expérience par rapport à être confronté à l'arbitraire d'un certain nombre de décisions, à l'incohérence d'un certain nombre de décisions, au dysfonctionnement du service, tout ça par contre ça va peut-être conduire 2, 3, 4 ans plus tard des jeunes à syndiquer en fait. Donc le discours syndical, il est audible à un moment donné, il n'est pas à un autre. Donc toute une réflexion là-dessus aussi, sur le bon moment, par rapport à l'expérience, à la trajectoire des individus en fait. Et c'est évident que quand vous arrivez enfin à un emploi stable, le premier réflexe, c'est pas celui de se syndiquer en fait. Donc voilà, on insiste beaucoup sur ça. Alors, juste peut-être pour compléter, et pour faire une réponse un petit peu nourrie par rapport à votre demande, ce qui marque aussi beaucoup aujourd'hui, c'est que quand on demande aux gens pourquoi ils sont syndiqués, dans quel contexte, etc., c'est que souvent, la syndicalisation elle est liée un petit peu au contexte local, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont aller vers une organisation syndicale, pas forcément pour les idées qu'elle défend au niveau national, mais parce qu'il y a des militants actifs en fait, parce qu'il y a des représentants sur le lieu de travail. Et donc, il y a parfois un décalage entre ce qui se joue dans l'entreprise, dans l'administration, et puis un petit peu la perception qu'on a des organisations syndicales, leur positionnement dans le champ syndical. Donc c'est pour ça qu'il faut faire attention, les étiquettes syndicales ne sont pas toujours très prescriptives des équipes syndicales ou dans les entreprises. Et voilà, il y a plein d'exemples. Voilà, c'est pourquoi créer un autre syndicat quand ceux qui sont actifs, les rares qui sont actifs, les représentants qui sont là sont ceux d'une organisation, mais on va vers cette organisation-là en fait. Ça joue beaucoup aussi. Et puis peut-être juste pour terminer, parce que ça me fait penser à plein de choses, on syndique parce par rapport à ce qu'on vit sur le lieu de travail, c'est aussi vrai à Sud qu'à la CFDT. Au sein des Suds, c'est très intéressant de voir aujourd'hui ceux et celles qui sont rentrés sans connaître d'autres organisations. Parce que les premiers Suds, ils ont été créés par des anciens de la CFDT. Et aujourd'hui, voir ceux qui rentrent dans les Suds, voilà, ils n'ont pas cette expérience de la CFDT, d'avoir été minoritaires dans la CFDT. Et du coup, pourquoi rentrer dans un syndicat Sud? D'abord, parce qu'il y a des militants qui sont présents, qui sont actifs sur le lieu de travail, et c'est aussi par rapport à une façon d'être critique par rapport à ce qui se joue dans le travail, par rapport aux incohérences, par rapport au non-respect de ce que portent les salariés, etc. En fait, Oui, juste un peu pour confirmer ce que tu viens de dire sur la syndicalisation. Moi je suis syndiqué à Sud Solidaire et participe à l'animation notamment de formation de jeunes syndiqués qui arrivent sur et effectivement, moi je dirais que les gens arrivent sur le lieu de travail et en fonction de ce qu'il y a sur le lieu de travail, de la représentation des délégués qui sont là, des personnes qui sont là, de la façon dont ils agissent, ils se syndiquent plutôt à Sud à ce moment-là, ou plutôt d'ailleurs à la CGT ou à la CGT, et pas sur une base idéologique générale. Alors, la base idéologique joue pour
Après, pour 2 ans. ouais. Elle joue après, elle joue bien sûr après, parce qu'on s'insère dans un ensemble et on voit cet ensemble. Donc ça, c'est son première syndicalisation. Et aussi, c'est quand il y a plusieurs syndicats, c'est la comparaison, mais pas la comparaison des programmes, la comparaison des équipes et de ce qu'ils font sur le terrain. C'est plus ça qui joue que la comparaison, dans un premier temps, des programmes. Après, les choses s'expérimentent, y compris qu'on rejoint Sud des gens qui ont fait l'expérience, soit de la CFDT, soit de la CGT, et qui en ont été insatisfaits. Donc ils ont été insatisfaits pour la revendication quotidienne, mais pour les idées générales et pour d'autres éléments, et pour la représentation sanitaire. Moi je crois que c'est... Mais par contre, la question sur le terrain me paraît absolument essentielle, ce qui fait qu'on ne peut pas dire à quelqu'un, toi t'es CGT, donc de cette façon-là, même toi t'es CFDT, t'es de ceci, ou toi t'es Sud, t'es donc ça. C'est pas ça qu'on peut dire, en tout cas dans un premier temps. Je voudrais revenir à aussi par rapport à une chose sur laquelle il faut insister, c'est cette espèce de rencontre qu'on a entre ce syndicalisme qui a des difficultés à exister et les formes nouvelles de mobilisation. Donc ça aussi, la chimie, de temps en temps ça marche et de temps en temps ça ne marche pas. Parce que tu as dit sur la question des chômeurs, etc. et tout, mais ça peut jouer sur... Donc ça, c'est quelque chose qui, par rapport au titre qui était la fin du syndicalisme, il n'y aura pas fin du syndicalisme si cette rencontre, effectivement, se produit et se produit positivement, disons, quelles que soient les organisations syndicales. Et un des points sur lequel, je crois, cette rencontre est importante, c'est quand la lutte, disons, des syndiqués d'un secteur est prise en charge par l'ensemble de la société comme un enjeu de service public. Tu as introduit sur l'affaire de demain, c'est vrai que si ça apparaît comme une lutte des cheminots pour leur statut et leur retraite, grosso modo, ça n'intéresse pas, on peut être intéressé par la solidarité avec des gens qui travaillent avec eux. Mais si on conçoit ça comme une lutte d'un service public et pour la défense d'un service public pour les autres, si cette rencontre se fait, et donc ça signifie qu'à côté, et basé sur le syndicalisme, se développe aussi dans la société des défenses, des usagers, des services publics et des choses qui portent, disons, la dimension qu'il peut y avoir. Donc ça, je crois que c'est quelque chose d'important. Et ce qui s'est passé d'ailleurs en 1995 sur la lutte des cheminots, c'est bien pour ça que dans la lutte des cheminots de 1995, elle a été prise comme une lutte de l'ensemble de la société. Et c'est ce qui se joue sur la lutte des prochains jours, qui se joue, qui va dire que ça va être gagné, mais qui se joue en tout cas ensemble. On va peut-être justement pouvoir conclure sur demain. Qu'est-ce que vous attendez vous? J'ai juste une question, parce que tu as juste introduisé en disant que c'était le vent se lève. Je ne sais pas ce que c'est. Enfin, si, il faut faire lever le vent, il n'y a pas de problème. Je ne sais pas du tout ce que c'est. Donc, si tu veux en quelques mots dire ce que c'est. C'est un média d'opinion sur Internet. Vous pouvez aller sur lvsl.fr pour vous renseigner davantage, voir ce qu'on fait. lvsl.fr. Mais c'est lié. C'est Non, parti d'où en fait, c'est des étudiants qui l'ont lancé en fait, voilà. Qui en fait étaient un petit peu frustrés par le manque de réflexion intellectuelle dans les secteurs politiques à gauche notamment, essentiellement à gauche, et du coup qui ont lancé ça, qui reprennent beaucoup de codes des réseaux sociaux pour essayer de s'inscrire dans la bataille culturelle. Et alors du coup, vous disiez tout à l'heure que le nombre de grévistes annoncés pour les mobilisations de ces prochains jours était exceptionnel. En même temps, il y a une sorte de matraquage médiatique qui dit que l'opinion publique n'est pas du tout avec les grévistes. Il y a même des sondages très biaisés qui posent des questions sur ces privilégiés de cheminots. Qu'est-ce que vous attendez demain? Est-ce que justement cette rencontre peut intervenir demain Après, c'est toujours difficile de pronostiquer des choses, mais moi, il me semble que si la mobilisation est très forte demain, ce qui s'annonce chez les cheminots, le taux de grévistes, ce que je vous disais au début, c'est qu'on peut savoir maintenant à l'avance le taux de grévistes, et si c'est bien suivi aussi dans les fonctions publiques, au niveau des manifestations en particulier, ça peut peut-être donner un petit peu d'espoir, parce que c'est vrai que l'échec des mobilisations contre les ordonnances à l'automne, ça a pas mal démobilisé, notamment
compliqué de mobiliser sur les ordonnances, d'expliquer, parce que j'ai essayé de revenir un petit peu là-dessus au début, ces enjeux sur le droit du travail, c'est complexe. Donc il y avait déjà eu la mobilisation pour la loi travail, et bien sûr, malgré la force de mobilisation, ça n'aboutit pas, donc il faut aussi porter ça, essayer de relancer la mobilisation. Donc il y a pas mal de militants et de militantes, je crois, qui étaient un petit peu... Voilà, ils vivent ça au quotidien, c'est compliqué, on n'arrive pas à mobiliser. Comment faire, hein, donc un peu de désespérance en fait. Et donc le fait que ça soit fort demain, à mon sens, ça va un petit peu, pour le dire de façon très familière, rebooster à l'intérieur des organisations syndicales. Celles qui vont être dans la rue. Je crois, moi j'ai vu passer des mails, il y a des syndicats CFDT qui seront dans la rue demain. Hein, il y a des syndicats CFDT qui ne partagent pas, alors bien sûr les cheminots CFDT, mais aussi d'autres syndicats dans les fonctions publiques. Hein. Donc là aussi, les organisations syndicales, elles ne sont pas totalement homogènes. Hein. Ça, c'est intéressant aussi. Au niveau cheminot, pour l'instant, il y a un cadre unitaire. Hein. C'est important. Donc voilà, ça peut être quelque chose qui... Et puis peut-être, hein, bon, là je suis vraiment dans le commentaire pour en discuter, hein, mais quelque part, on sent bien que du côté du gouvernement, c'est un peu l'affaire des mineurs sous Thatcher. Hein. C'est-à-dire que la réforme extrêmement forte du Code du travail, hein, qui a été accomplie très vite. Moi, ça m'évoque un peu ce que Sarkozy, dès qu'il arrive, il fait adopter la loi sur le service minimum dans les transports publics. Emmanuel Macron, il a fait tout de suite adopter ces ordonnances pour achever les transformations du Code du travail, du droit du travail, hein, déjà bien entamé sous le quinquennat Hollande. Et là, ils se disent, s'ils enfoncent s'ils arrivent à faire plier sur la SNCF, quelque part, ils vont affaiblir très durablement un mouvement syndical combatif, avec tout ce que j'ai essayé de mettre en avant aussi sur cette façon de prescrire entre guillemets, les bonnes formes syndicales. Donc, quelque part, c'est une bataille assez décisive, en particulier pour la CGT, mais aussi, je pense, pour Solidaire. Pour tous les syndicats. C'est une bataille pour tous les syndicats. Vous avez raison, c'est une bataille pour l'ensemble du monde du travail. La division syndicale. C'est de la foutaise tout ça. La division syndicale, elle n'est pas sur l'activité syndicale en elle-même. La division syndicale, elle est manipulée par le gouvernement. On a bien vu qu'est-ce qu'ils ont fait des représentants syndicaux de la CFDT, ils les ont mis dans des ministères. Alors, on sait bien tout ça. Alors ils leur demandent de porter des rapports. Hein. Ah oui, mais on le sait bien tout ça quand même, faut pas rigoler. Ah, mais vous on avez... le sait bien. Et à la base, les gens, même s'ils sont dans plusieurs syndicats, ils ne sont pas divisés, même s'ils sont dans plusieurs syndicats. Ah oui, c'est vrai. Par rapport à ces attaques qui sont énormes, on n'a jamais vu ça. Mais c'est pas possible. Et le gouvernement a déployé tout ce qu'il a posé, tout ce qui était possible à mesure pour diviser l'activité syndicale. Il a d'ailleurs réussi, en partie, il a réussi, parce qu'il réussit beaucoup, il a tous les moyens, il a tous les médias à sa disposition. Mais c'est pour ça que cette bataille, à mon sens, elle est assez décisive. Hein, du côté du gouvernement, elle doit être vue comme une façon, vraiment, s'ils passent sur la SNCF, ils vont affaiblir durablement le mouvement syndical. Donc c'est pour ça aussi, je pense que l'enjeu, il est très important, en fait. Hein. Et je suis complètement d'accord sur le fait que c'est un affaiblissement de l'ensemble du monde du travail. Mais là, c'est la pire des choses, parce que réduire la représentation des élus du personnel dans les entreprises, mais c'est la pire des choses. Hein. Donc, moi, je ne sais pas, hein, pour les jeunes, est-ce qu'il leur arrivera dans la suite de leur vie, moi, bon, c'est bon, je suis à la retraite. Dans la suite de leur vie dans les entreprises, mais ils n'ont encore rien vu du tout. Hein. Les attaques contre tout ce qui... Il ne faut pas rêver non plus. Tout ce qui est positif dans les lois concernant le travail, ça a été obtenu par des luttes. Tout ce qu'on a obtenu, ça a été obtenu par des luttes. Et s'il n'y a plus personne pour lutter, à tout ce qui a été obtenu, il y aura une croix dessus et on revient 100 ans en arrière. Hein. 100 ans en arrière, on revient. C'est bien plus de représentation dans les entreprises, le patron qui fait la
la pluie et le beau temps, et donc plus de services publics. On voit bien que tous les services publics sont menacés d'être privatisés, jusqu'à l'hydraulique, jusqu'au barrage qui veulent donc privatiser. Vous imaginez un petit peu les privatisations. Donc toute une part, enfin, les services publics, c'est important. Moi, je ne comprends pas d'ailleurs au niveau des Français en général. Ils accordent dans les sondages, ils accordent beaucoup d'importance aux services publics. Alors, s'ils accordent beaucoup d'importance aux services publics, ils seront là demain pour manifester. Alors, j'espère. Je crois justement on va rester là-dessus. Bon courage à tous ceux qui iront manifester demain. Merci beaucoup d'être venus. Merci à vous, Sophie Bérou, d'être intervenue. Et on vous donne rendez-vous également en mai pour une conférence sur mai 68 à Lyon. Bonne soirée.